Donc bonjour tout le monde. Comme mentionné par Madame Gindre, notre table ronde d'aujourd'hui s'intéressera au nouvel article 803-8 du Code de procédure pénale créé par la loi du 8 avril 2021. Cet article introduit un nouveau recours devant le juge judiciaire pour les détenus qui estiment vivre dans des conditions de détention indignes. Donc, nous venons de le voir dans la précédente intervention, la procédure s'effectue en 3 étapes. Tout d'abord, le juge judiciaire examine la recevabilité de la requête. Ensuite, le juge examine le bien-fondé de cette requête en effectuant un travail de vérification des allégations soulevées par le détenu. Si la requête est finalement jugée fondée, le juge demande à l'administration pénitentiaire de remédier aux conditions de détention indignes dans un délai d'1 mois. Et enfin, si l'administration pénitentiaire n'effectue aucune action, le juge judiciaire peut ordonner soit de transférer la personne détenue dans un autre établissement, soit la mise en liberté immédiate du prévenu en détention provisoire, avec la possibilité qu'il soit sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence avec un bracelet électronique, soit un aménagement de peine pour le condamné. Donc, suite à ce rappel rapide de la procédure, ma première question est la suivante. Messieurs, que pensez-vous de cette procédure et des délais imposés aux juges judiciaires? Alors, comme il a été rappelé tout à l'heure, eh bien, effectivement, en Polynésie française, il y a eu une décision qui a été rendue, et pas ni une dizaine de décisions, et d'ailleurs, dans les autres départements, il n'y a pas eu de décision. Donc, j'ai rendu cette décision, c'était au mois de janvier. C'était une décision un peu particulière, parce que ça concernait en fait personnes qui étaient tenues, mais qui étaient à l'isolement. Donc, des critères qui sont prévus par les textes et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Là-dessus, j'avais pas forcément bien de référence sur effectivement combien de mètres carrés. Donc, je m'en suis tenu effectivement comme si on était dans un cadre absolument classique, tout en essayant de prendre en considération le fait que cette personne était seule en cellule et que les conditions dans lesquelles il était incarcéré pouvaient être plus difficiles pour lui. Et ainsi qu'il a été rappelé tout à l'heure, la difficulté, en tout cas ce qui est demandé au juge, c'est qu'effectivement, c'est d'apprécier donc ces conditions d'incarcération in concreto. Donc regarder effectivement cette personne, par rapport à la durée de sa détention, regarder également quelles sont ses conditions exactes d'incarcération. Et c'est comme ça effectivement que j'ai pris ma décision. Alors, les durées qui nous sont données sont plutôt, c'est assez complexe puisque c'est extrêmement chronophage. Extrêmement chronophage, puisque quand j'étais saisi, donc saisi par cette personne qui est détenue, et je regarde le texte à ce moment-là, et je me rends compte qu'il faut effectivement bien que dans les 24 heures, euh, eh bien, c'est le greffe du juge des... Enfin, d'abord, c'était une affaire qui était à l'instruction. Donc, le juge d'instruction a 24 heures pour le transmettre au greffe du juge des libertés de la détention, et ensuite, après, le greffe du juge des libertés de la détention doit ensuite, après, le notifier. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. On a notifié au procureur de la République. Ensuite, après, on a notifié, donc il a fallu qu'on trouve l'avocat de cette personne, ce qui n'était pas forcément évident. L'administration pénitentiaire est naturellement au courant, puisque c'était par le biais de l'administration pénitentiaire qu'on avait eu effectivement cette requête. Et ensuite, après, il a fallu statuer sur la recevabilité. Alors, la recevabilité, j'avais 10 jours pour statuer. Je pense que ce délai est quand même, j'ai trouvé assez long. Dire, d'une certaine manière confortable, hein, mais enfin, en général, on n'a pas 10 jours pour statuer sur la recevabilité. Voilà. Donc, en reprenant le texte, donc, j'ai vraiment regardé effectivement cet article 803-8 plus grand détail. J'ai regardé ensuite après, alors heureusement, il y a une application, il y a une circulaire qui est très très bien faite. On a des outils qui sont à notre disposition, qui nous sont donnés par la direction des affaires criminelles et des grâces. Et puis on regarde la jurisprudence de la Cour des hommes ainsi que les éléments qui ont été évoqués, puisque la Cour des éléments qui nous permettent ensuite après de statuer notamment sur le fond. Alors, donc ce que j'avais, donc ce qui était indiqué, le texte nous indique, alors, donc on est sur l'alinéa 1 de l'article 803-8, où il est indiqué, alors,
toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code considère que ces conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne peut saisir le juge des libertés et détention. Donc, qui considère. Bon, alors là-dessus, c'est quelque chose qui peut s'apprécier très différemment d'une personne à l'autre. Donc, pour qui est en détention, quelle est cette personne, et ce, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes. Les allégations doivent être circonstanciées, personnelles et actuelles. Ça a été rappelé tout à l'heure. Circonstanciées, il me paraissait que c'était circonstancié, dans la mesure où la personne bien évoqué ces conditions concrètes en détention. Ces conditions, elles étaient actuelles, nous expliquer ce qu'il vivait aujourd'hui. Et puis, ensuite, après, elle lui était effectivement personnelle. Toute hypothèse, il était seul en cellule. Voilà. Et le texte précise de manière à ce qu'il s'agisse d'un commencement de preuve. Alors là, pour le juge, c'est une vraie difficulté de se dire est-ce que on peut raisonnablement considérer que la requête n'est pas recevable. On a un minimum d'éléments où la personne va se plaindre. C'est relativement difficile, effectivement, alors qu'on n'a pas d'autres éléments, et les éléments nous sont transmis en réalité par l'administration pénitentiaire par la suite. Et c'est là où effectivement on est en capacité de savoir ce qui se passe, parce que souvent le détenu lui-même n'est pas toujours effectivement en mesure de savoir si les conditions dignes ou indignes. C'est la manière dont lui, il le reçoit, il le perçoit, mais il ne connaît naturellement pas en général la jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme, à moins qu'il ait contacté un avocat auparavant, ce qui, je ne sais pas si c'était le cas. Donc concernant ce dossier, si ça avait été faux, même si cette personne effectivement avait un avocat. Ensuite, après, donc sur l'alinéa suivant, donc il est indiqué toutefois appel d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué dans les délais prévus au présent article sur une précédente requête, celle-ci a été jugée infondée. Tant qu'un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention. Parce que là, en fait, c'était une crainte que j'avais au moment où l'article est paru. Mais, et si on nous saisit, si cette personne-là de nous saisir, ça arrive, donc toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Et là, je me suis dit, comment est-ce qu'un seul juge des libertés et de la détention pourra arriver donc face à un établissement pénitentiaire, et bien avec le nombre de personnes qui sont en détention, voir si par hasard les recours se multipliaient, comment est-ce que l'on pourrait y faire face? C'était un véritable défi. Alors, heureusement qu'il y avait cet alinéa, si les conditions eh bien, ne sont pas modifiées, c'est une modification de situation et c'est intéressant, à ce moment-là, eh bien, le juge peut ne pas déclarer cette requête recevable. Ensuite, après, il est indiqué si le juge estime la requête fondée. Alors là, on va sur le fond. Ça, c'était effectivement, d'après une véritable problématique. Sur le fond, comment statuer? On a compris qu'effectivement, du texte, eh bien, on avait entre 3 et 7 jours pour que l'administration réponde. Et c'est là où est arrivé, en tout cas, j'ai eu des informations quasiment immédiates. Quand je les ai saisies immédiatement après la requête recevable. Et là, j'ai eu toutes les informations sur des conditions exactes, mais qui restent des conditions, là, qui sont des conditions matérielles. Et c'est vrai qu'il est néanmoins difficile de savoir si une personne, c'est vrai que psychologiquement, peut-être que ça peut être particulièrement dur, et le juge n'est pas tenu de considération, en tout cas me semble-t-il, uniquement les conditions. Voilà. Donc j'ai reçu effectivement tous ces éléments de la part de l'administration. Alors là, on est dans un délai de 10 jours. Vous avez un délai de 10 jours pour la recevabilité, 10 jours ensuite, donc statuer sur le fond. Et la requête, je l'ai rejetée. Si j'avais fait droit effectivement à la demande, là j'avais à nouveau un délai, donc ça a été évoqué, un délai de 10 jours, 30 jours, donc afin effectivement de faire connaître à l'administration, en tout cas on peut faire connaître à l'administration les raisons pour lesquelles on estime que eh bien, les conditions de détention pourraient paraître indignes, et là l'administration a un délai entre 10 jours et 30 jours pour vous répondre. Ensuite, après, vous avez encore un délai de 10 jours, une fois qu'elle vous a répondu, et c'est là où vous pouvez effectivement prendre une décision qui s'impose à tous. J'ai fait mon calcul, on arrive à 60 jours. Vous savez, le temps que ça m'a pris, c'est-à-dire que c'est extrêmement chronophage, et ça, je ne vous ai pas encore. Le plus chronophage de tout, c'est que comment s'appelle, la personne qui est détenue, le requérant, a la possibilité de solliciter une audience. Et c'est ce qu'il a fait. Donc cette audience, le texte prévoit qu'elle puisse être faite en visioconférence. Là-dessus, c'est ce que nous avons fait également. Mais à cette audience, il y ait notamment à son avocat, en tout cas, il faut l'en informer, le procureur de la République, donc nous avons tenu cette audience, et là, chacun a fait part de cette observation. Voilà.
Et donc, organiser l'audience, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage. Dans la mesure où il y a eu un seul recours, il n'y a aucune difficulté. Mais si les recours se multipliaient, il me paraît difficile, compte tenu de la charge de travail des juges des libertés et de la détention, voilà, dans les compétences dans cette droite. Et il me paraissait effectivement difficile d'envisager des recours humains sur ce type effectivement de contentieux. Ce n'est pas arrivé. Et puis, donc voilà, moi je pense que voilà, ces recours, les délais sont relativement longs et vous prennent un temps considérable. Voilà, extrêmement chronophage. Et forcément, si vous y pensez pendant à minima 20 jours et au plus au moins 60 jours, c'est certain qu'effectivement, enfin, voilà, c'est quelque chose qui prend un temps considérable. Après, qui peut avoir effectivement une utilité, on peut imaginer, non seulement effectivement pour que l'administration pénitentiaire fasse le nécessaire, que là-dessus, le simple fait qu'il existe ce recours, et moi c'est comme ça que je l'ai compris, l'administration pénitentiaire eh bien, pourrait faire le nécessaire pour éviter qu'il puisse y avoir ce type de recours. En cela, la simple existence de la loi pourrait effectivement, mais on l'a vu dans d'autres domaines en matière psychiatrique, étant voilà, le GLD en matière psychiatrique qui là-dessus, du simple fait de l'existence des libertés de la détention, et là-dessus il y a on faire le nécessaire pour éviter qu'il puisse y avoir des recours et que l'on se mette en conformité avec les textes. Et c'est en cela que la loi paraissait intéressante, voire très intéressante. Voilà. Thibaut Millet, donc avocat, qui n'a pas encore effectivement fait ce genre de recours, mais qui a fait beaucoup de recours par contre en indemnisation. On en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a 450 recours en indemnisation, conditions de détention devant le juge administratif, et on a obtenu en termes de décision quasiment autant de condamnations pour un montant d'environ 160 millions. Bon, ça faisait 1 million d'euros. Oui, c'est ça. 160 millions, ça faisait un peu plus d'1 million d'euros de condamnation. Donc on pourra en parler tout à l'heure. Alors sur cette question de délai, moi j'avoue que je ne comprends pas. On a une procédure qui pouvait être assez simple, qui permet de saisir donc le juge judiciaire pour des conditions de détention et pour essayer de trouver une solution pour mettre fin à des conditions indignes. On a certaines procédures comme le référé liberté en juge administratif qui sont jugées en 48 heures, où en 48 heures, vous avez un requérant qui explique ce qui ne va pas, on a l'administration qui répond en indiquant quelles solutions peuvent être apportées, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas d'accord, et un juge qui prend une décision. En 48 heures. Là, on crée une procédure où on scinde chaque étape. On s'est dit qu'on allait faire pour une seule procédure, on va en faire 4. Et à chaque stade, on va mettre des délais. Et on aboutit, comme nous dit M. Deleuze, à des délais qui peuvent aller jusqu'à 60 jours. Donc on a un législateur qui nous dit il faut mettre en place un système préventif pour mettre fin à des conditions de détention inhumaines et dégradantes, qui est quelque chose de grave. Et pour mettre fin à ces conditions inhumaines et dégradantes, d'atteinte à la dignité, on met en place une procédure qui permettra d'attendre jusqu'à 60 jours pour rendre une décision. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire beaucoup plus simple avec une procédure tout simplement un requérant saisit le juge des libertés, l'administration fait valoir ses observations, propose éventuellement des solutions alternatives comme transfèrement, comme certains travaux, et puis le JLD prend sa décision dans la foulée. Pourquoi est-ce qu'il faut distinguer, scinder, séparer comme ça chaque étape de la procédure et créer de ce fait une procédure complexe, difficilement compréhensible, qui entraîne un délai particulièrement long. Imaginons qu'on ait une atteinte particulièrement grave à la dignité humaine qui soit commise, on ne pourra donc pas y mettre fin avant 60. Est-ce que ça c'est satisfaisant? Je ne crois pas. Je pense qu'il aurait été préférable d'avoir une procédure beaucoup plus simple avec une requête, une défense et une décision, sans distinguer la recevabilité, demande de mesure, etc. Voilà pour ce qui est de cette question de délai, à mon avis, mais sans avoir encore pratiqué le sujet. Donc, deuxième question. Donc, pour rappel,
Les objectifs de cette loi imposée par la CEDH suite à l'arrêt du 8 janvier 2020 sont de lutter contre la surpopulation carcérale et contre les conditions de détention indignes. Et c'est en ce sens que nous pourrons dire si oui ou non le nouveau recours est effectif. Ainsi, selon vous, cette loi est-elle conforme avec les exigences imposées? Pensez-vous donc que ce recours est bien effectif? Le recours est bien effectif. Oui. En tout cas, effectivement, il y a eu au moins un recours. Oui. Non, on rappelle effectivement quelles sont les conditions les arrêts de la CEDH. Là-dessus, eh bien, le juge des libertés et des détentions et les avocats essayent de s'en tenir. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, et il est évoqué notamment dans les circulaires, et puis dans des éléments, dans les annexes, je crois, de la circulaire qui concerne la synthèse des critères permettant d'apprécier les conditions indignes de détention. On sait en grosso modo ce qui nous permet d'apprécier, ça qui est important, parce que c'est pas évident. Qu'est-ce que l'indignité en détention? C'est pas simplement, et je le rappelais tout à l'heure, en tout cas, c'est ce qui nous est rappelé, conditions matérielles de détention. Là, il était indiqué notamment la nature et la durée des manquements constatés, ainsi que leur éventuel cumul. Donc la personne peut se plaindre d'un certain nombre de dysfonctionnements, et puis savoir effectivement combien de temps cette personne peut subir. Les effets de ces manquements sur la personne peuvent varier indiqués selon l'âge, le sexe, son état de pensée physique, psychique, sa vulnérabilité propre. Et là, on peut très bien comprendre des personnes qui sont particulièrement qui peuvent être handicapées, qui ne vivent naturellement pas du tout l'emprisonnement d'une personne qui peut être jeune et en pleine santé, qui psychologiquement arrive à s'en sortir pour des raisons diverses, d'équilibre personnel, peut-être parce qu'il a une peine à subir qui serait moindre. Là, effectivement, il est important de prendre en considération ces éléments, de bien regarder qui fait la requête, et ensuite après, ce sont des éléments. Est-ce que l'administration pénitentiaire nous les donne précisément? C'est à nous aussi d'apprécier, dans la mesure où ces personnes, en général, on les connaît. On les connaît. Alors moi, étant seul juge des libertés et de la détention, c'est relativement simple, parce que je connais à peu près la plupart des personnes qui sont en détention provisoire, sauf lorsque des collègues qui en remplacent, et bien notamment les vacances. Mais après, on peut toujours imaginer des personnes dont on ne connaît pas le parcours, dont on a peu d'éléments sur leur personnalité, et ça, ce ne sont pas des éléments là-dessus qui transparaissent facilement, mais qui peuvent être indiqués par l'administration pénitentiaire. Mais là-dessus, c'est quelque chose de relativement subjectif, et le rôle de l'avocat me paraît important pour notamment mettre en avant ces éléments-là, c'est même très important, et d'indiquer pour quelles raisons la personne trouve que ces conditions deviennent indignes, et souvent, est-ce que l'indignité ne rejoint pas peut-être une personne l'insupportable? Peut-être que cela, il faut l'apprécier. En tout cas, c'est le recours possible, la preuve en est. Oui. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'on a effectivement un recours qui a été mis en place, et c'est très bien. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que nous disait Madame Zantara, que je salue. Je ne sais pas si elle se souvient de moi, parce qu'elle est partie à la Cour de cassation au moment où j'arrivais au barreau. Sur toutes ces décisions, moi j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt, de voir toutes ces décisions qui se sont succédées de la Cour européenne des droits de la Cour de cassation, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, et enfin cette loi. C'est sûr que ça a beaucoup avancé. On n'est plus en 2015 où on n'avait que des fins de non-recevoir. Donc c'est vraiment intéressant. Maintenant, ce que disait M. Serré, je ne veux pas le répéter, mais c'est un peu limité malgré tout, puisqu'on se retrouve avec finalement un recours par rapport à cette nouvelle loi qui se limite presque, en tout cas, qui privilégie complètement le transfèrement du détenu, et qui ne va pas forcément régler le problème de fond de conditions de détention, alors que je pense que ce qui est attendu, et peut-être qu'il y a des progrès à faire sur ce sujet-là, c'est une procédure qui permette véritablement d'imposer à l'administration de prendre des mesures concrètes pour améliorer les conditions de détention qui posent difficulté. Le juge des référés ou le juge administratif permet dans une certaine mesure de le faire, mais dans une mesure encore trop limitée. Et là, cette nouvelle réglementation, finalement, est plus orientée sur un transfèrement du détenu. Ça va être certainement, quand ça ne sera pas un rejet, ça va être 90% des décisions, probablement.
on va finalement jongler avec la surpopulation carcérale, et ceux qui vont se plaindre, on va les mettre dans une autre maison d'arrêt, enfin dans un autre centre de détention. Mais concrètement, le problème de fond qui aura lieu dans le centre de détention qui pose difficulté ne sera pas réglé, et cette procédure ne le permet pas. Donc c'est quand même un petit peu frustrant de voir qu'on ne va pas encore assez loin, mais n'empêche que c'est une avancée intéressante qui est déjà importante par rapport à ce qui se passait avant 2020. Et va falloir voir la suite. Ça va forcément être voué à être amélioré, et peut-être que le juge va s'arroger certains pouvoirs également. Je vais passer à Monsieur Deleuze. Est-ce que vous avez, lorsque vous avez reçu ce premier recours, anticipé, dans le cas où ce recours aboutisse, quelles auraient été les préconisations? Parce qu'on sait qu'en termes de transfert, on va être limité sur un centre de détention si la personne est prévenue. Après, la question qui serait posée, c'est savoir si on pouvait le transférer à Papeete ou pas. Et alors ça, c'est là-dessus. Là, c'est encore voilà. C'est encore une question. Ou alors encore en métropole. Après, je ne sais pas si ça a été possible. Est-ce que c'est envisageable? Je crois que j'ai déjà vu, alors pas dans ce cadre-là, des personnes qui peuvent être en danger physique dans un établissement pénitentiaire. On peut imaginer, je crois que j'ai déjà vu faire, de les transférer dans la prison de Papeete, quand bien même ils seraient en et les transferts en métropole, c'est compliqué. Sûr que le texte ne l'interdit pas, donc il n'y a pas pour les territoires d'outre-mer, en tout cas pour la Polynésie, il n'y a pas de particularisme, donc je ne pense pas qu'il soit interdit effectivement de transférer en métropole. Ensuite, après, j'aurais pris contact, si ça avait été le cas, avec l'administration pénitentiaire, et en essayant de savoir quelles sont les solutions. Il est difficile aussi de savoir quelles sont les solutions si c'est infaisable, savoir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Après, j'imagine que l'administration pénitentiaire, en fait, au départ, sont des préconisations là-dessus, et le juge, ainsi que le rappel à la loi, n'a aucun pouvoir de contrainte dans un premier temps. Donc, il se contente d'indiquer à l'administration pénitentiaire effectivement quelles sont les conditions qu'il estime indignes. Effectivement, la personne détenue peut évoquer tout un tas de pistes, et ensuite, après, le juge peut en retenir une, deux ou trois, et ensuite, après, l'administration pénitentiaire peut prendre en considération pas. Mais connaissant effectivement l'administration pénitentiaire, pour arrêter juste des faits dans le milieu fermé, c'est le genre de choses, là-dessus, il ferait le nécessaire. Enfin, ça me semble évident. Enfin, je ne sais pas si on irait effectivement jusqu'à ce que le juge aille les contraindre, à moins que l'administration pénitentiaire ne puisse, effectivement, pour des raisons matérielles, ne pas faire droit, en tout cas, aux préconisations, voilà, de juge. Voilà. Mais sinon, je vois pas je ne vois pas de difficulté particulière, j'imagine. En général, voilà, ferait le nécessaire. Voilà, j'ai pas tout. Après, en regardant quels étaient les critères, et qui ont été rapportés par l'administration pénitentiaire, et c'est ceux qui apparaissent effectivement d'abord dans le code de procédure pénale, au moins une partie du code de procédure pénale ne sont plus applicables. Mais en tout cas, de ce que je peux dire dans les annexes de la circulaire, il y avait noté le défaut d'accès à l'air et à la lumière naturelle, une mauvaise aération, une mauvaise qualité du chauffage, un peu. Mais en tout cas, une température insuffisante, trop élevée selon le climat, donc ça c'est un élément à prendre en considération. Une mauvaise qualité d'installation sanitaire, est-ce que c'est dégradé, est-ce que c'est pas dégradé, donc c'est des choses auxquelles on peut effectivement y remédier, si on en reste là. Ensuite, après, des mauvaises conditions d'hygiène, défaut d'accès aux douches, on peut là aussi y remédier, me semble-t-il. Présence de parasites ou de nuisibles, alors ça c'est compliqué, parce qu'effectivement ça ne concernerait pas que cette personne, a priori il n'est pas... Souvent, il y a des punaises, il y a des... Je ne sais pas ici, mais en tout cas, je l'ai vu également en métropole. Là, ils font des traitements qui en général, se font de manière régulière. La personne peut naturellement s'en plaindre, surtout en métropole, lorsqu'il y a des matelas qui sont au sol, et que régulièrement, les personnes se plaignent d'avoir des punaises. Et c'est vrai que ça confine à l'indignité. C'est inacceptable. Non seulement la personne est sur le sol, mais en plus, effectivement, la punaise. Mais tout ça, effectivement, sont des choses auxquelles, me semble-t-il, on peut remédier. Je vois également le défaut d'accès à la cour de promenade ou l'existence de cours de promenade exiguës ou dépourvues d'abri. Donc, à moins que ces cours de promenade soient engagés, en théorie, tout ça peut se régler. Voilà. Normalement, ça peut se régler avant même que le juge, in fine, décide par la contrainte de trouver d'autres solutions, y compris celles
en utilisant notamment l'article 707 du Code de procédure pénale. C'est l'article phare de la pénale des peines, sont ouvertes au juge d'application des peines, mais ça semble effectivement un ultime recours. Alors, je me tourne vers l'administration pénitentiaire. Est-ce que ce soit monsieur le directeur de Noutania ou de Papeari, est-ce que vous avez anticipé ce qui se passerait au cas où le recours aboutisse? Donc, au niveau de Noutania, beaucoup de travaux sont intervenus, donc peut-être que les recours vont s'amoindrir. Mais est-ce que vous avez imaginé qu'un prévenu, je parle bien pour les prévenus, hein, puisse être transféré à Papeari? Est-ce que c'est réglementairement possible? Réglementairement, pour nous, la lecture qu'on a, ça ne l'est pas, puisque le 712 ou 714 définit 2 critères qui sont en gros l'atteinte à sa sécurité ou à sa mise en danger et à l'ordre public. Donc manifestement, ce ne serait pas une possibilité. Il n'y a pas de solution. Sauf si un des 2 critères est rempli, on transférer un prévenu uniquement prévenu de Noutania vers Papeari. La solution, c'est de trouver une solution en interne, mais qui est très, très limitée. Là, on est clairement dans une situation complexe puisque avec une seule maison d'arrêt et un transfert au plus proche, on ne va pas transférer en Nouvelle-Calédonie, hein, on n'imagine pas surpeupler davantage qu'en Est. Donc clairement, on serait face à une situation où des prévenus on leur proposerait un transfert vers la métropole avec le risque d'une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Mais, je dois me permettre une remarque en rebondissant sur ce qui vient d'être dit, parce que 2 aspects ont été évoqués. Je remercie Maître Millet d'avoir évoqué le contentieux indemnitaire, qui rétrospectivement renseigne la question de l'effectivité du 803.8. Sur le recours indemnitaire, il faut parler un peu d'argent, vous en avez parlé. Construire une place d'accueil digne dans une détention française coûte à l'État 130 000 €. Indemniser une situation indigne d'un détenu coûte à l'État 3 000 €. Donc l'État est bénéficiaire de 127 000 € au bénéfice du maintien en indignité d'une personne incarcérée. C'est aussi simple que ça. Ça interroge la question de l'effectivité. Juridiquement, le recours est effectif aujourd'hui, 803.8, suivant la cible que l'on a. Si sa cible, c'est de réparer l'indignité, 803.8 est effectif. Si c'est de prévenir l'atteinte à la dignité, 803.8 ne sert à rien. Parce que ce recours serait véritablement effectif s'il empêchait la décision d'incarcération à la barre, pas une fois que la personne a vu sa dignité mise en cause. Donc ce recours n'est pas effectif. Non pas dans le RCC, oui, mais dans la mesure où la dignité a été atteinte, c'est fait. Donc ce recours n'est pas effectif aujourd'hui parce qu'il n'intervient pas au bon moment. Pour européenne, dire que le recours pour les 2 ministères, si le recours est préventif, elle le définit comme suffisamment efficace s'il permet soit une amélioration de la condition, soit la mise en liberté. En tout cas, la cessation de la violation de l'article 3, mais évidemment, c'est la cessation pour l'avenir. En tout cas, je comprends tout à fait votre position, mais au regard de la jurisprudence de la Cour européenne, une effectivité pour l'avenir, pour prévenir à l'avenir des délinquants inhumains et des principes. Et peut-être, puisque j'ai le micro, j'en profite pour une observation. Par rapport à votre situation, alors c'est un isolement judiciaire, mais en tout cas, sur l'isolement, la Chambre criminelle a rendu un arrêt le 16 septembre 2020, dans lequel elle a considéré, sous l'empire du recours prétorien, même dedans, nouveau recours, dans lequel elle dit que l'incidence d'une mesure d'isolement sur les conditions d'incarcération ne peut être invoquée à l'occasion d'une demande et c'est-à-dire que ce n'est pas le cas pour le isolement judiciaire, mais c'est-à-dire le recours effectif, c'est le recours qui peut mettre terme à l'isolement. À mon avis, et on n'est pas dans à mon sens,
une situation de recevabilité du recours sur l'indignité des enfin, si j'ai bien compris, s'il se plaignait de l'isolement. Oui, non, en fait, il ne se plaignait pas d'isolement, mais en réalité, je l'ai compris comme ça. Voilà, c'est qu'à aucun moment, et non, c'était pas la question, pas la question principale de l'isolement, même si naturellement ça a été évoqué. Mais il est évident que ça devait être ça. Je l'ai compris comme pouvant être une des raisons pour laquelle, en fait, il n'y a pas d'autres recours, on n'a pas quand même très peu de recours, et ça m'a marqué le fait que effectivement le premier recours concerne effectivement une personne qui est l'isolement. Là, on peut comprendre que la personne puisse estimer cela indigne. Après, il y a une question ensuite après de savoir, dans l'isolement, il a accès à une cour, à laquelle, comment, dans quelles conditions, est-ce que la cour est suffisamment grande? Enfin voilà, il y avait toutes ces questions qui pouvaient se poser et auxquelles il fallait répondre. Alors, une dernière question et avant de passer au déjeuner. Là, je m'adresse plutôt à Maître Millet et aux avocats qui sont dans la salle. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit, est-ce que vous allez vous saisir de ce recours ou rester sur le référé liberté finalement qui a l'air plus rapide en tout cas? Alors, vous savez, je pense que ce recours, il aurait été massivement utilisé, par exemple, déjà il y a quelques années en arrière, évidemment, puisque Noutania affichait des taux d'occupation de plus de 400%. Donc, dans cette situation-là, il aurait été très judicieux de pouvoir engager ce genre de recours pour des détenus provisoires, et je pense qu'il aurait pu obtenir beaucoup de mise en liberté. Donc maintenant, est-ce que ça va? Je pense qu'il y a encore matière à le faire. On est toujours sur un taux d'occupation qui est au-delà de 100%. Je crois qu'on est à 125%, quelque chose comme ça sur les derniers chiffres, voilà, il me semble. Et qu'on a toujours quand même un certain nombre de cellules qui sont dans un état de délabrement avancé, qui a encore été... Moi, j'obtiens encore des condamnations là, ces derniers mois de la justice administrative. Donc il y a quand même de la matière pour le faire. Ça va dépendre beaucoup des avocats pénalistes maintenant qui défendent des personnes qui sont mises en examen et en détention provisoire pour savoir s'ils vont intervenir sur ce genre de recours. Et puis ensuite, il va falloir construire cette jurisprudence, c'est sûr, parce qu'il y a la question de l'espace en cellule, mais il y a aussi tout le reste à côté, des conditions de détention, des conditions matérielles. On a des problèmes de présence de rats à Noutania, de contamination par la leptospirose, beaucoup de détenus. Il y a le problème des toilettes dans des cellules collectives qui ne sont pas séparées du reste de la pièce et qui sont pointées. Ça, c'est un des éléments qui est pointé par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de janvier 2020. Le fait qu'il n'y ait pas de séparation des toilettes, si ce n'est une petite cloison en contreplaqué qui n'isole pas du tout du reste de la pièce. Donc ça, c'est des sujets qui sont toujours prégnants à Noutania. Et même si la situation de la surpopulation n'est plus la même, ça peut justifier également des mesures dans le cadre de cette nouvelle réglementation. Je voulais juste répondre sur difficulté qu'on aurait à transférer un détenu de Noutania à Tatoutou. Et je pense que c'est révélateur, encore une fois, du fait qu'on a créé cette loi et on l'a pas du tout pensé. Pardon, le micro qui explose à chaque fois que je monte la voix. On l'a pas du tout pensé pour l'outre-mer. Et c'est un peu le problème que l'on connaît en général en outre-mer. Je crois que vous aviez un intervenant ici, il y a 2 semaines, peut-être un peu moins, qui expliquait que l'outre-mer c'est le nouveau nom des colonies. Et effectivement, c'est le problème des colonies françaises, c'est qu'on pense la réglementation pour la France métropolitaine, on ne réfléchit pas aux difficultés d'application en outre-mer, et là on se retrouve avec une difficulté qui est majeure, c'est qu'on prévoit dans cette loi comme option principale le transfèrement du détenu, et là on constate quelques minutes à discuter entre acteurs que finalement ce transfèrement il n'est pas possible ici en Polynésie, parce que le transfèrement en métropole bien évidemment portera atteinte au maintien des liens familiaux, qui est une des réserves. Alors,
Ça, je le comprends. La question des maintiens des liens familiaux, elle pourrait d'ailleurs se poser avec Tatoutou, Papé-Harry, parce qu'il y a des familles qui n'ont pas de moyens de locomotion, on n'a pas de transport public quasiment en Polynésie française, et ça pourrait être compliqué pour une famille d'aller à Papé-Harry rendre visite à un proche. Donc c'est une question que je comprends parfaitement. Là, ce que je pointe, c'est pas une difficulté seulement par rapport aux maintien des liens familiaux, c'est une impossibilité totale de mettre en place ce régime de transfèrement avec la métropole, parce que c'est impensable. Sauf à ce qu'on ait un détenu qui véritablement en fasse la demande, qui soit très très favorable. Ça s'est arrivé une fois ou deux, je crois, au cours des 10 dernières années, mais c'est rarissime. Donc c'est vrai qu'on a une difficulté. Peut-être qu'il faudrait simplement prévoir une adaptation en Outre-mer où on pourrait passer outre les règles d'affectation dans les maisons d'arrêt, centres de détention, pour pouvoir justement remédier à une décision de ce genre-là. Vous parlez de 2 cas possibles pour transférer à Tatoutou. Juste rajouter un alinéa pour dire que sur décision du JLD, dans le cadre de cette disposition, eh bien également, il peut y avoir ce genre de transfèrement. C'est regrettable de voir que ça n'a pas été fait. Pourquoi pas? L'autre problématique pour la maison d'arrêt, je pense que c'était quelque chose qui avait été évoqué et que j'avais retenu, c'est les problématiques des extractions, parce qu'on va les emmener plus fréquemment devant le juge, et Tatoutou, c'est quand même assez loin, donc avec des problématiques supplémentaires en termes de transport. Je me permets de répondre en partie à la question qui a été posée aux avocats. Vont-ils se saisir de 803-8? Imaginons, c'est une idée qui m'est venue, imaginons que dans certains établissements, il n'y ait pas une séparation franche entre les mineurs et les majeurs. C'est une hypothèse d'école. Je me suis posé la question, savoir si on ne pourrait pas utiliser ce recours pour indignité des conditions de détention des mineurs, parce qu'on viole toutes les règles, le code de procédure pénale, la Convention européenne, toutes les recommandations. Donc voilà, mais je ne sais pas si ici c'est un cas de figure qui pourrait arriver dans un établissement en particulier qui se situerait dans une île très proche d'ici. Non, c'est un recours qui n'a jamais été tenté en jurisprudence, mais à mon avis qui se tient parfaitement. Donc, parce que c'est inadmissible de voir que dans certains établissements, des mineurs puissent être détenus à proximité des majeurs. Parce que ça ne figure pas dans la circulaire, mais c'est vrai que ce recours, on a l'impression qu'il a été pensé de manière extrêmement réductrice pour se limiter à des conditions matérielles qui sont listées finalement, mais il y a plein d'autres choses qui pourraient rentrer, et ça en fait partie. Effectivement, avoir des mineurs ou à côté du quartier où c'était le quartier d'isolement qui n'était pas si isolé. Oui, alors voilà, c'est un établissement dans lequel on s'est baladé, mais bon, isolement, quartier disciplinaire, évidemment, on viole les dispositions du code de procédure pénale. Franchir le cap et considérer que ça puisse amener à des conditions indignes, là, je trouve que c'est plus compliqué à démontrer, mais non, séparation des mineurs et des majeurs, là. Ah, c'est illégal, mais évidemment que c'est illégal. Mais que la non-séparation entre quartier d'isolement et quartier disciplinaire soit considérée comme une atteinte à la dignité du détenu, là, moi, je ne franchirais pas le cap. D'ailleurs, je pensais, est-ce que la situation qu'on a évoquée tout à l'heure va se présenter en Nouvelle-Calédonie-Conné? J'ai pas retenu si ça allait être maison d'arrêt, centre de détention. C'est ça, centre de détention. Donc, en même temps, c'est logique puisque les tribunaux sont un peu loin. Merci. On entend dire voilà comment cette loi a été pensée, mais on le sait, elle a été pensée à reculons. Elle a été pensée involontairement, cette loi. Elle a été pensée pour que les gens ne fassent pas spécialement recours. Et vous voyez qu'on ait cette discussion sur le recours, ce serait un transfert, c'est aller en ce sens-là. Le recours, s'il aboutisse à une libération. Le recours, s'il aboutit et s'il rentre dans les mentalités, c'est on n'entre pas en prison. Dans certains cas, on trouve des solutions et il y en a, des alternatives. Et si on est en prison, on sort plus vite
parce qu'il y a aussi un parcours d'exécution de peine à respecter. C'est ça qu'il faut questionner en réalité. Et ça, la loi actuellement ne cherche pas à aller en ce sens-là. L'intervention de la Cour de cassation a bien été de dire « doit libérer », a bien été de dire que la régulation carcérale, à un moment donné, il faudra la penser. Il y aura des suites à ce recours, vous imaginez bien. Le Conseil de l'Europe, le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe a demandé à la France des comptes, c'était pour février 2022 que la France devait répondre, a demandé des comptes sur la mise en œuvre du recours, conditions indignes, et de la LPJ. Pourquoi? Parce que la France n'a de cesse de dire à l'Europe, assurez-vous, on a mis en place un recours. On a la LPJ qui va réduire la population carcérale. Regardons comment la justice s'est saisie de ce recours et comment la justice s'est saisie de la LPJ. Insuffisamment. La pression est maintenue sur la France par le Conseil de l'Europe. Les élections présidentielles sont passées. On va demander des comptes à la France et il y a fort à parier que là, il y aura des évolutions et probablement, à un moment donné, un arrêt de vote. Donc, on peut discuter sur l'organisation concrète de ce recours, mais voilà, il y a des choses qui vont au-delà de ça. Et à partir du moment où la LPJ est inégalement mise en œuvre et où il y a encore absolument aucune régulation carcérale et qu'il y a encore en détention des très courtes peines ou des gens qui n'obtiennent jamais un aménagement de peine, y compris en libération contrainte, ben voilà, forcément, la France va être sur la sellette et on va à nouveau, au niveau européen, lui demander des comptes. Merci, je crois qu'on va clore pour cette première matinée, très longue matinée. Merci à tous d'être restés présents et attentifs. On reprend à 14h.